Merci Doro pour avoir bouclé la boucle. Je dis ça surtout pour ceux qui, hier, ont assisté à la présentation que j'ai été autorisé à faire par Doro lui-même sur la problématique politique des questions qui viennent traiter. Et je pense que vous avez compris que le projet sur lequel on essaye de mettre toutes les compétences et les moyens possibles, va aller dans le sens de répondre à la question que j'ai essayé de dessiner ou de contourer hier. Comment un pays dans la situation que vous avez vue, avec un comparatif entre deux régions, l'une des plus riches en Europe, Rhône-Alpes, et l'une des plus potentiellement riches, la Transylvanie, pouvons faire la transition qui s'annonce dans les conditions de la PAC. Comment une région dans cette situation-là, biogéographique d'un côté, mais surtout sociale et politique de l'autre, sera capable de rentrer dans le moule de la politique agricole commune. Et je pense que l'intérêt, c'est de s'approprier par la science une partie des réponses à cette question. La compatibilisation, que je parlais hier, entre l'état actuel de la Roumanie et de la région en question et les attendus, voire les pressions, voire les dictats de la politique agricole commune, à mon avis, passe par ce type de questionnement et d'appropriation des ressources, tant se faire que peu, sur le territoire. Donc, le débat est ouvert. On a avec nous une brochette superbe d'experts qui vont équilibrer un peu le penchant science plus ou moins dur de ce matin. Et donc, je ne sais pas dans quel ordre je vais vous lancer, mais je suis tenté peut-être de commencer par l'économie. Je pense qu'on a titillé cette dimension suffisamment. On va laisser par la suite le champ libre peut-être au juridique. Là, j'aurais perdu le contrôle de la situation, mais il me semble que par rapport aux questions que nous venons de discuter, le positionnement juridique me semble extrêmement important. Je donne un seul exemple, discuté déjà au café, c'est comment dans un système où la propriété privée fait du sol, dont vous avez vu les caractéristiques, les problèmes et l'importance, un objet de propriété privée, dans un monde où cette question-là est particulièrement, rentre particulièrement en contradiction avec les questions que nous venons de nous poser. Donc, l'ordre est prêt, s'il vous plaît. Oui. Alors, je voudrais en tant qu'économiste, attirer votre attention sur l'usage qu'on fait couramment de l'expression de capital naturel. Ce n'est pas une expression tout à fait innocente, et je voudrais faire un petit peu d'histoire pour vous montrer en quoi elle est très très chargée politiquement. Bon, au XVIIIe siècle, les premiers économistes parlaient de 3 facteurs de production. Il fallait du travail, du capital et de la nature, ils appelaient ça la terre à cette époque-là, pour produire. Hein. Et ces 3 facteurs de production déterminaient en fait la division de la société en classes. C'est-à-dire, il y avait les propriétaires fonciers qui possédaient la terre et la nature. Il y avait les capitalistes qui possédaient le capital industriel et financier. Et puis, il y avait les prolétaires qui ne possédaient rien qu'eux-mêmes et leurs bras et leur capacité de travail. Cette division en classes dans la société a été maintenue dans l'analyse économique pendant tout le XIXe siècle et Marx en a hérité, hein, mais c'était bien antérieur à lui. À la fin du XIXe siècle, cependant, les économistes ont massivement réagi contre cette idée-là et ont commencé à considérer que l'économie n'était pas, la société n'était pas formée de classes, mais d'individus. Et chaque individu possédait un certain nombre de ressources, que ce soit ses ressources en capacité de travail, ses ressources financières,
où ces ressources, ils possédaient des terres ou des maisons, etc. Et donc chaque individu était caractérisé par un vecteur de quantité de ressources, et il n'y avait plus de classe. Hein. Bon. Et donc c'est dans cette perspective que dans les années 70, on a commencé à parler de capital humain. Et puis dans les années 90 du siècle dernier, on a commencé à parler de capital naturel. Et c'est-à-dire que, en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a rabattu la nature et les hommes sur leurs fonctions exclusivement sur leurs fonctions productives. Hein. Et avec cette idée qu'il n'y avait pas de différence de nature entre le capital financier, le capital technique, le capital humain et le capital naturel. Tout ça, c'était produit, ça pouvait se reproduire, et en fait, ça servait à produire, donc, et c'était ça la fonction. Et donc, je pense que ça donc cette expression a un contenu politique qui nous incite à penser la nature et l'homme uniquement sous cet angle-là. Hein, et c'est évidemment déplorable. J'assume, puisque j'étais le premier à utiliser le terme ce matin, mais en même temps, on est dans une complicité intellectuelle suffisante pour avoir trouvé la formule, à mon avis, sur laquelle la francophonie devrait s'imposer au monde anglo-saxon, qui m'oblige d'ailleurs d'utiliser le terme capital, et passer en fait au concept de patrimoine naturel, et peut-être aussi humain. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et les économistes de langue française sont particulièrement sensibles à cette façon de voir les choses. Tout en sachant qu'on veut utiliser les armes de la comptabilité environnementale pour s'attaquer à ce que j'avais appelé la dette, le déficit, le dumping, bon. Voilà. Ça a l'avantage, la notion de capital humain, ça a quand même l'avantage ça a eu l'avantage, et ça l'a toujours, de faire comprendre aux gens qui sont exclusivement soucieux de rentabilité économique que la nature, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux, même pour eux. Bien, maintenant, pour rééquilibrer peut-être l'équilibre homme-femme dans les discussions d'aujourd'hui, je vais peut-être laisser d'abord la parole toujours aux femmes. Donc, entre Laure et Catherine, ou non? Oui, vous voulez. Vous voulez. Bon, c'est bien. Bien, bonjour à tous. Donc, Julien Noël. Moi, je suis géographe de formation. Donc, c'est à ce titre-là que je réagirai aussi aux discussions de ce matin. Alors, je souscris évidemment à ce qui a été dit par Laure juste avant moi. Je voudrais juste insister, en tout cas axer mon propos sur une notion qui me semble assez transversale aux interventions de ce matin et qui, moi, en tant que géographe, m'interpelle, ce qui est la question d'échelle. La question d'échelle sous deux angles, la question d'échelle spatiale et la question d'échelle temporelle. On a bien vu, en fait, dans les différentes interventions de ce matin, que ce soit au niveau de la ressource en eau, que ce soit de la ressource en sol, etc., que chaque ressource finalement avait son temps. Avait son temps qui n'était pas le même, un temps géologique, hein, on en a parlé. Et je voudrais ramener ça aussi pour dire qu'il y a une pluralité de temps au niveau des ressources, mais il y a aussi une pluralité de temps au niveau des hommes. C'est-à-dire que la gestion et la notion du temps, elle n'est pas la même en tant que citoyen, en tant qu'élu politique, en tant qu'acteur économique. On ne fonctionne pas évidemment sur la même. Donc à cette complexité temporelle des ressources, s'ajoute une complexité temporelle aussi hein, au niveau des hommes. Et on l'a bien vu ce matin, notamment dans l'exemple de Patrick, que entre le temps de la recherche et le temps après du transfert au niveau que ce soit au niveau de la société civile hein, ou au niveau des acteurs, les échanges qu'il peut y avoir, ou alors au niveau des temps avec les collectivités, eh ben, on n'est pas sur le même pad temporel et il faut évidemment prendre en compte ce décalage évidemment temporel. Et puis, sans trop monopoliser la parole, je voudrais aussi insister sur l'échelle spatiale, parce que finalement, ce que l'on entend derrière le terme territoire, eh ben, en fonction évidemment des ressources, mais aussi, hein, on l'a vu, le territoire de l'eau
par exemple, c'est un bassin versant. Le territoire pour un sol, il peut être complètement différent. Et le territoire des hommes, là encore, je vais reprendre mes exemples, le territoire d'un citoyen, le territoire d'un élu, le territoire d'un acteur économique, il n'est pas le même non plus. Donc se rajoute aussi une complexité. Tout ça pour vous dire que quand on marie en fait ces deux paramètres, hein, on a là des choses extrêmement fécondes mais extrêmement complexes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une situation dans laquelle, à l'échelle d'un territoire donné, on va reprendre l'exemple du PLU par exemple, hein, on peut faire des choses, on peut avoir des pressions ou au contraire des marges de manœuvre. Mais ces marges de manœuvre, si on change d'échelle, on passe de la commune à la métropole, on passe de la métropole à la région, on ne sera plus forcément sur les mêmes problématiques et les mêmes sources de pression. Hein, donc je pense que ça, c'est des choses qu'il faut avoir. Alors ça ne veut pas dire que ça doit nous bloquer, hein, mais c'est tout ça pour dire que ça permet aussi de relativiser ou de renforcer un certain nombre de constats par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ces notions de ressources. Voilà. Merci Julien. Entre Catherine et Noël. Agathe. Oui, merci beaucoup. Alors, moi je vais intervenir du point de vue juridique et plus spécialement du droit de l'environnement, en faisant part d'abord de quelques commentaires que m'inspirent les présentations de ce matin, qui étaient toutes très riches. J'ai appris beaucoup. Et parfois, je trouve que d'ailleurs les vignettes, les PowerPoint défilaient trop vite, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'imprégner, d'intégrer tout ce qui est dit, d'autant plus que ce sont des sciences qui nous sont un petit peu étrangères parfois. Non, il y a des choses qui m'ont beaucoup parlé. Par exemple, la question de la cartographie des richesses des sols en termes de productivité agricole. Et du reste, les liens que vous faisiez en fin de présentation amenaient assez directement à des considérations juridiques, puisqu'en gros, c'était la question de savoir dans quelle mesure les instruments de planification et de gestion de l'espace, qui sont des documents d'urbanisme, vont prendre en compte l'apport de ces études scientifiques, de ces observatoires, de la géographie. Et vous indiquiez qu'il y avait quand même un début d'intégration de cet apport. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant le fait que des outils d'aménagement de l'espace ne se bornent pas uniquement à une conception qui est de savoir comment va-t-on développer l'urbanisation, où va-t-on implanter des routes, des ponts et que sais-je, mais de s'intéresser véritablement à la qualité intrinsèque du sol pour programmer des activités. Ça me paraissait vraiment très, très... Alors peut-être pas absolument nouveau, mais quand même, là, on voit bien qu'il se passe quelque chose, il y a une évolution. Il me semble que cette évolution, on la voit depuis quelques décennies, mais pas vraiment très longtemps. Et le lien a été fait plus fortement depuis les lois Grenelle, donc depuis 2009, en gros, c'est Grenelle 1, Grenelle 2, c'est 2010, qui ont intégré de façon renforcée dans les documents d'urbanisme les préoccupations environnementales. Puisque désormais, aussi bien les PLU que les SCOT sont obligés de présenter un programme d'aménagement et de développement durable, et donc ne peuvent plus du tout être conçus uniquement sur des préoccupations strictement urbanistiques et d'aménagement du territoire. Ils sont obligés de prendre en compte un certain nombre d'aspects, protection des espaces naturels, développement des milieux, des ressources, enfin préservation, mais pas seulement, puisqu'on est aussi dans une préoccupation qui est celle du développement durable. Hein. Maintenant, c'est le terme qu'on utilise de façon peut-être parfois d'ailleurs un peu abusive. Mais on voit bien que c'est l'idée aussi de parvenir à un équilibre entre différentes préoccupations qui pourraient être antagonistes assez facilement, l'occupation de l'espace et son exploitation par l'homme, et puis la nécessité par ailleurs de ménager les ressources naturelles, la préoccupation également qu'on a avec le développement durable de l'équité sociale ou du progrès social. Alors, vos développements aussi, globalement, ce matin, renvoyaient à une faiblesse majeure du droit,
qui est, me semble-t-il, sa prise en compte du sol. Nous en parlions tout à l'heure. En droit de l'environnement, c'est quelque chose d'assez frappant parce que le droit de l'environnement a quand même pris en charge les problèmes de façon un petit peu cloisonnée au départ, en s'intéressant aux espèces animales et végétales justifiant une protection renforcée. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de n'importe quelles espèces, mais celles qui présentent un intérêt particulier. Et puis on s'intéresse à certains milieux physiques, donc l'atmosphère, l'eau, et puis à certains espaces qui sont plus vulnérables, le littoral, la montagne, etc. Mais quand on cherche des éléments dans le droit visant à protéger les sols, et ben en fait, on est assez vite déçu. En tout cas, pour ce qui est du droit de l'environnement, il n'y a à peu près rien qui soit spécifiquement tourné vers la protection des sols. Nous évoquions tout à l'heure la perspective d'une directive européenne. Le projet initial remonte à 2002. Il y a une première mouture qui a été élaborée en 2006, et puis depuis, plus rien. Donc on ne sait pas pourquoi. Enfin, s'il y a des pistes, des explications, mais cette directive n'est pas vraiment, à ma connaissance, à l'ordre du jour. Donc on n'est pas dans une politique européenne, en tout cas, qui s'intéresse véritablement au sol. C'est peut-être ce à quoi vous faisiez allusion en parlant de l'agenda politique qui, sur certains problèmes qui nous intéressent ici, cet agenda politique est curieusement vide et défaillant. Donc pour les sols, c'est le cas. Et alors ça nous amenait à ces questions qu'on évoquait à l'instant en parlant aussi de la notion de capital. Comment sortir, en gros, du droit de propriété ? Puisque lorsqu'on envisage le sol, alors c'est d'ailleurs toujours pour la partie superficielle, hein, effectivement, le sous-sol, c'est une autre dimension du droit, le fond, le tréfonds, etc. Alors le sol, ça relève plutôt quand même assez spécifiquement du droit privé et puis du droit de propriété. Comment sortir de là ? Quelle autre approche peut-on proposer dans une perspective qui serait celle de pouvoir amener une protection dans un objectif qui serait, par exemple, permettre une productivité agricole de nature à nourrir les populations locales. Par exemple, le genre de questions qui intéresse François, me semble-t-il. Alors, il y a des réflexions. Il y a différentes possibilités. Il n'y a pas que la propriété privée, bien sûr. Il y a la propriété publique. La propriété publique peut être employée parfois à des fins d'intérêt général, dirons-nous, parmi lesquelles la protection de certains espaces et de certains sites. C'est une justification qui est autorisée par le droit, en particulier pour exproprier des espaces à des fins de protection. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire entrer dans ces fins d'utilité publique celles-ci, c'est-à-dire de permettre d'avoir suffisamment d'espaces cultivables pour fournir des ressources alimentaires à des populations. Il y a la propriété publique, il y a aussi des pistes sur la possibilité d'instituer des servitudes sur des propriétés privées. Alors ça, c'est quelque chose dont on discute depuis longtemps, mais qui apparaît maintenant très clairement dans le projet de loi sur la biodiversité. Instituer des servitudes sur des propriétés privées pour amener les propriétaires privés à accepter certaines contraintes dans des perspectives en particulier de protection des ressources naturelles, et notamment sur des propriétés privées à vocation agricole. On pourrait introduire un critère de type fertilité des sols. Par exemple, pourquoi pas, oui. Et donc ça, c'est un instrument juridique qui est absolument concevable et qui donc est inscrit dans ce projet de loi biodiversité. Et puis sinon, il y a beaucoup de réflexions autour des biens publics mondiaux. Ça, c'est peut-être quelque chose qui interroge plus spécialement les économistes. Je crois que ça relève davantage de la théorie économique. En droit, on voit réapparaître la notion de biens communs comme une alternative à ces biens publics mondiaux qui sont un peu trop connotés sciences économiques.
Et puis, on a des manifestations de cette logique communautaire ou collective de la propriété en droit aussi, avec la notion de patrimoine commun. Alors, patrimoine commun de l'humanité, par exemple, ça renvoie à certaines caractéristiques qui sont un patrimoine qui est transnational. Donc, il n'y a pas de souveraineté d'État dessus. Ça désigne plutôt des espaces internationaux, comme les grands fonds marins, la Lune et autres corps célestes, qui ne sont pas forcément très exploitables immédiatement. Et puis, autre dimension. Ah oui, mais le droit s'intéresse à tout. Ah oui, le droit traite tout à lui. Heureusement, du reste. Oui, le droit s'intéresse aux tréfonds, mais aussi aux espaces célestes. Pour le ramener sur le sol. Et oui, donc l'autre intérêt de la notion de patrimoine commun de l'humanité, c'est sa dimension transgénérationnelle. C'est la possibilité de se projeter dans l'avenir. Je crois que c'est quelque chose qui ressortait également des interventions de ce matin. L'idée que, ce dont nous parlait par exemple Monsieur Davy, qu'on est amené à réfléchir à des questions qu'on ne maîtrise pas forcément complètement, ou même qu'on ne connaît pas du tout, sur certains aspects naturels. Et puis pour nous, les juristes, c'est quand même une interrogation majeure qui alors, est assez visible et prise en charge en droit de l'environnement, puisque c'est un droit quand même qui se préoccupe des générations futures, qui est très largement tourné vers l'avenir, et qui, pour cette raison, a introduit, par exemple, en droit positif et en particulier au niveau constitutionnel dans la Charte de l'environnement, le principe qu'on appelle le principe de précaution, qui est un principe consistant à adopter des mesures dans une situation d'incertitude scientifique. Alors que jusqu'alors, on raisonnait complètement à l'inverse, à savoir il fallait attendre d'avoir réuni tous les éléments, toutes les certitudes, toutes les études possibles pour prendre une décision. Et donc là, on bascule dans une toute autre façon de raisonner, et c'est aussi certainement la raison pour laquelle ce principe est tellement décrié. Le fait est qu'il fait l'objet de critiques récurrentes et puis même de tentatives de la part des parlementaires pour être retiré de la charte, etc. C'est un feuilleton assez amusant. Mais je crois que ça traduit le fait qu'on a beaucoup de mal à changer de mode de raisonnement. Parce que rentrer dans la logique de précaution, c'est quand même ça, selon moi. Bon, je ne vais pas abuser du micro. Alors, juste deux commentaires pour continuer après la discussion. Voilà un terrain dans lequel il me semble qu'il y a urgence d'un vrai projet de recherche sur ce positionnement juridique sur la problématique terre, sol, foncier, et dans laquelle, par rapport au droit de l'environnement, j'aimerais peut-être, tout en étant légèrement provocateur, dire ce n'est pas une fuite en avant pour dire qu'on réfléchit à un droit des générations futures, en sachant qu'on n'a pas réglé le problème des rapports, y compris des rapports de force des générations présentes. Est-ce que les pauvres d'aujourd'hui, ce n'est pas l'équivalent des enfants de demain? Est-ce qu'il ne faut pas inverser l'échelle temps? Oui, alors, fuite en avant, non, je crois qu'il faut quand même être très honnête. Le droit des générations futures, à l'heure actuelle, ça ne recouvre rien. À peu près rien. Voilà. On a eu une vague idée de ce que pourraient être les droits des générations futures. Bon, il faut en particulier leur permettre d'accéder à des ressources alimentaires, mais aussi assurer leurs besoins culturels, ce genre de questions. Puis un minimum de sécurité, à tout point de vue. Mais alors là, on est dans un questionnement, mais plus que mou, filandreux, ectoplasmique, on peut dire. Il faut peut-être le mettre au frigo. Non, mais parce qu'en même temps, c'est important. On ne peut absolument pas faire une croix là-dessus. Et puis, parce que la responsabilité des générations actuelles, elle est envers les générations futures. Je pense qu'elle est aussi envers les générations présentes. Oui, bien sûr. Donc, et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, les futurs vont être hypothétiques. Oui, mais est-ce qu'on ne réglera pas le problème des générations présentes en posant la question des générations futures? C'est ça. Il faut être simultané, quoi. Bon. Catherine, une réaction?
Des réactions? Alors, des réactions, sans doute pas à ce qui vient d'être dit en droit de l'environnement, parce que ce n'est pas du tout ma compétence, mais sans doute au regard de ce qui a été dit ce matin, parce que je crois que ça complète parfaitement ce qu'on a vu hier. Et effectivement, pour reprendre ton expression, la boucle est bouclée, dans la mesure où ça nous renvoie à la notion de territoire et à la notion de producteur. Je crois que à partir du moment où on a eu de cesse et où les marchés, et pas le marché, mais les marchés agroalimentaires essaient de nous présenter l'alimentation et l'agriculture à travers un produit fini, on avait oublié que l'agriculture est liée au territoire et que l'agriculture est manger, c'est d'abord avoir des producteurs et des productions. Et à travers ça, à travers la question des ressources, on le retrouve. Et hier, les divers exemples nous ont montré que finalement, se réapproprier, faire autrement, c'était repartir de la production et du territoire. Alors, on avait eu un sentiment un peu pessimiste, voire négatif, en se disant finalement, est-ce que le marché nous le permet ? Alors, je ne sais pas si le marché, que je n'ai jamais rencontré, nous le permet, mais en tous les cas, il y a des règles qui organisent l'économie de marché et il y a des marchés. Et hier, il me semble qu'on nous a montré qu'il y avait des marchés, des constructions de nouveaux marchés, et la question était de savoir peut-être, est-ce qu'on arrivait à faire la couture entre ces nouveaux marchés à travers la définition soit d'un service public, soit d'un intérêt général, ou en tous les cas une notion qui est, à nous juristes, nous est familière, mais qui pourrait changer de nom, mais qui serait celle-ci. Et moi, il me semble qu'à travers les expériences qui nous ont été présentées et les questions qui nous sont posées, on a aussi, nous juristes, à se poser la question en termes d'échelle. D'abord, est-ce qu'on parle du grand droit ? Est-ce qu'on a besoin que de lois ? Est-ce qu'on a besoin de refaire du droit et du grand droit ? Ou bien est-ce qu'on a déjà des instruments juridiques dont on peut se saisir et dont on peut saisir de diverses manières. Je crois que on a aussi le droit, c'est de la loi, mais le droit, c'est aussi de la pratique juridique. C'est la façon dont on se saisit du droit. Et donc, on a parlé hier des marchés publics. On a vu que les collectivités locales s'étaient saisies de ces instruments pour créer des marchés qui étaient peut-être un peu distincts de ce que nous ont présenté divers opérateurs économiques comme Terena, mais d'autres, et qu'il y avait de la place ici. Donc, il me semble que peut-être je pondérerai le pessimisme pour dire qu'il faut être des pessimistes actifs. Je suis une adepte de Carbonnier, et Carbonnier disait que les juristes sont des pessimistes actifs. Eh bien, il faut être des pessimistes actifs et se saisir du droit et mettre en œuvre les droits dont on dispose. Je pense que c'est un point important, et que cette mise en œuvre des droits, peut-être aussi, elle ne se fait pas simplement comme on pouvait le faire auparavant, je dirais il y a longtemps, au XXe siècle, à travers soit des collectivités publiques ou des démembrements de l'État qui vont se substituer à l'initiative privée, soit à travers une initiative purement privée. Mais qu'on est un peu dans un mécanisme à créer, à la Rifkin un peu, d'économie circulaire vraie, où on a des politiques publiques qui vont impulser des acteurs privés qui vont devenir ensemble des forces créatrices, si ce n'est du marché, au moins deux marchés alternatifs. Et dernière remarque juridique, qui là aussi peut un petit peu pondérer le pessimisme ambiant, c'est que tu as fini en parlant de la politique agricole commune. Or, cette politique agricole commune, elle vient d'être rénovée et on attend des actes délégués. Donc, s'il est vrai qu'un certain nombre de désastres, ou en matière alimentaire ou en matière productive, environnementale, viennent de la PAC et de l'intensification de la PAC qui nous a quand même garanti une sécurité alimentaire en quantité, les nouveaux instruments laissent des espaces pour les producteurs, notamment le règlement de développement rural, dont il faut se saisir. Donc je pense que là aussi, il y a des occasions, des provocations pour les uns et pour les autres à construire et à réfléchir. À travers les exemples qu'on a eus, on a des pistes, mais le pire n'est pas sûr. Merci, je me déclare aussi un pessimiste actif, donc je suis un juriste caché.
En sachant que ça me convient parfaitement pour la suite de la discussion, que j'aimerais un tout petit peu orienter sur 2 pistes, si possible. L'échelle régionale pour la dimension échelle spatiale, et puis la dimension temporelle, mais pour la question des ressources humaines, des compétences, justement. Est-ce que les gens pessimistes actifs, ils sont au bon endroit, au bon moment? C'est ça qui m'intéresse de voir. Et les questions que j'avais posées sur la Roumanie, c'était surtout ça. Est-ce qu'avec le capital humain qu'ils ont sur place par rapport au temps qui sont ce qu'ils sont, est-ce que ce capital humain aura la force du pessimisme actif pour aller dans la direction qu'on aimerait bien, et d'où le projet dont on vient de discuter. Donc, à partir de là, je vais laisser la parole à la salle avec ces 2 petits cadrages. Allez-y, champ ouvert. Et puis à la fin, j'aimerais quand même laisser le patron donner la température de son pessimisme super actif. Je suis Clémentine Sévillotte de l'INRA. Je ne sais pas si ça répond à votre cadrage, mais il y a quelque chose qui me trottine dans la tête depuis que j'ai entendu M. Deru-Pamphile. Vous avez parlé, je sais pas, oui, monsieur, voilà, vous avez parlé de l'information dont disposent les agriculteurs ou les producteurs et les informations qu'ils fournissent. Et là, je crois qu'il y a un point très important avec les technologies qui permettent à l'agriculteur, peut-être ça a été évoqué comme je n'étais pas là ce matin, les technologies qui permettent à l'agriculteur d'avoir toute une série de données très spécifiques et très pertinentes et qui sont à leur position et sur comment ça peut changer le rapport de force de ces agriculteurs par rapport à ces producteurs, par rapport aux entreprises, mettons, sémencières, parce que bon, il va y avoir un essai et là, il va y avoir vraiment la vérité dans la machine de l'agriculteur et pas forcément dans la mesuration qui sera faite par l'entreprise. C'est-à-dire que l'agriculteur aura un pouvoir assez considérable et ça fera que ça peut changer effectivement le rapport de force et aussi la question du local par rapport au régional, par rapport à différentes échelles nationales, etc. Et une question juridique assez importante aussi, il me semble, parce que j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, déjà, c'est un objet de préoccupation et des législations. Voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être là quelque chose de nouveau où celui qui va se saisir très rapidement et qui va réfléchir très rapidement peut-être aura des éléments pour être à l'avance et poser les règles de jeu qui joueront à l'avenir. Voilà. En tout cas, le paysage arrière de toutes nos discussions, même si on arrive que sur le tard à l'évoquer, c'est justement la question de l'information, des données, de leur production, de leur annotation, qui non seulement qui non seulement domine, mais il y a le terme qui va être le propriétaire de la nature, pour rester dans les discussions, mais une question qui me semble importante, c'est qui va posséder ça, qui va posséder la nature, mais qui va posséder aussi cette ressource en principe immatérielle qu'est l'information. Et à mon avis, autour de ça se jouent des questions extrêmement importantes, dont vous venez d'évoquer certains éléments. Donc le droit, non seulement le sol, mais aussi l'information. Si, oui. Gonzalo. Je voudrais rajouter quelques mots à la discussion. Et, effectivement, le point clé, c'est que le droit moderne n'a pas pu modifier l'idée qu'il y a à sa base, qui est la possibilité d'appropriation infinie du monde. Le droit moderne a été fait pour faire ça, pour s'approprier du monde de manière infinie. Et effectivement, pour protéger le sol, c'est ça qui pose un problème. Et le droit de l'environnement n'a pas pu arriver à faire ça, le droit international public non plus. De ce point de vue, c'est l'impuissance absolue. Sauf que dans les dernières années, on assiste à l'apparition d'autres modèles, d'autres façons de penser
et les droits modernes, c'est ça. Et je pose 2 ou 3 exemples de l'Amérique du Sud pour montrer qu'est-ce que je veux dire avec ça. Et les premières, c'est le nouveau Code civil de l'Argentine, qui est un Code civil 2014. Là, tu as la propriété privée, et la propriété privée a une fonction constitutionnelle, et il y a une limite exprès à l'exercice de la propriété privée et publique aussi, et dans les biens communs, parmi lesquels on trouve les paysages, la biodiversité, l'équilibre des écosystèmes. Et ça, c'est exprès dans les codes, c'est une limite à l'exercice des droits. Et ça, c'est le produit de notre façon de regarder l'environnement, tu vois. Au Brésil, l'Argentine, Colombie, on a l'environnement, la biodiversité comme des biens collectifs. Et dans la Constitution, c'est un peu ça, là, ils sont des biens qui sont à la base de tous les biens individuels, ils sont précédents. Et ça, c'est un modèle intéressant, et ça commence à donner des effets concrets. Le code civil de l'Argentine, c'est un effet concret. C'est le premier code civil du monde qui dit ça. Et c'est très symbolique, tu vois, parce que les droits civils, c'est les droits qui a justifié l'appropriation du monde. Et après, je prendrai l'exemple de la Bolivie et de l'Équateur, qui ont réformé la Constitution en 2008-2009. Et ils sont en train de produire aussi un droit privé différent sur des autres bases. Mais au niveau de ce qu'on appelle ici ressources naturelles, ces constitutions disent que certains biens ne sont pas appropriables. Entre eux, il y a certaines espèces d'arbres qui ne sont pas appropriables. Et il y a les ressources minières qui ne sont pas appropriables. Ils sont des propriétés collectives du peuple. Ce n'est pas propriété privée, ce n'est pas propriété publique, ce ne sont pas propriété de l'État. Pour ça, l'État ne peut pas faire la concession de l'utilisation et de l'exploitation de ces ressources. Et ça va commencer à donner des effets. Et je suis sûr de ça. Et par rapport aux générations futures, dans toutes ces constitutions que je mentionne, Brésil, Argentine, Colombie, Colombie, Équateur, Bolivie, tu en mentionnes à la génération future. Et il y a des effets concrets aussi. Par exemple, en Bolivie, il y a une ombudsman, c'est un procureur, un défenseur du peuple, des générations futures. Il représente les générations futures dans les questions litigieuses. On peut modifier les droits modernes. C'est ça. Ah, mais j'espère bien, sinon on ne serait pas là. Une ou deux dernières questions. Je pense qu'on est dans le hors-temps. Encore 5-10 minutes. Ouais. Merci. Non. Un petit commentaire. C'est vrai que pour un élu, ce matin, il y avait des choses extrêmement intéressantes, et notamment au niveau du PLU. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on construit un PLU au niveau d'une collectivité, on nous demande effectivement de réserver des zones agricoles. Mais on voit beaucoup de PLU qui font basculer des zones agricoles de terres à haut potentiel agricole vers, enfin moi je vois un exemple près de chez moi à Nice, où de la plaine du Var, on monte sur les coteaux, etc., où on ne peut plus rien faire. Donc effectivement, ce potentiel agronomique, ce potentiel de quelle production on peut faire sur quelle terre, paraîtrait au niveau du droit une contrainte à mettre qui serait extrêmement intéressante pour préserver les ressources et les terres pour les générations futures, parce qu'on n'est pas capable actuellement de les garder, conserver pour les générations actuelles, ce qui est gravissime. Et dans un second temps, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus qu'on parle beaucoup de circuits courts, d'agriculture de proximité, et c'est en train de prendre le pas sur la qualité de la production. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit extrêmement vigilant. Terena, hier, m'a un peu dérangé, moi, parce que c'est vraiment du greenwashing. C'est-à-dire qu'on enlève 25% de pesticides, mais les 75% autres, ils restent.
Et quel est l'enjeu de sécurité, de santé pour les enfants? Voilà, ça, c'est pas réglé. Donc, il faut pas... et chez les politiques, chez les élus, actuellement, on le voit bien en restauration collective, c'est le local qui prend le pas sur le bio. Et donc, il y a quelqu'un qui l'a dit hier, c'est bien le bio et le local qu'il faut. Et ça, je crois qu'il faut pas aussi se donner bonne conscience en faisant du local sans oublier la qualité. En attendant la dernière question, peut-être, je vais juste préciser par rapport à ce que tu disais, Gonzalo. J'ai vu que l'État de Vermont veut introduire dans sa constitution le commun sur les richesses dans l'idée de grignoter ce qu'il ne peut pas faire pour l'instant, c'est-à-dire inclure ce qui est déjà propriété privée, mais à terme commencer à grignoter dans la dimension propriété privée. C'est assez intéressant. Je voulais faire d'abord une petite remarque à propos de ce qu'a dit Madame sur le capital tout à l'heure. Je me souviens d'il y a quelques années un film de, je crois c'est Wagenhofer sur le Wilfried Board, dans lequel Peter Brabeck, PDG de Nestlé, disait que l'eau est un capital si précieux qu'il faut le privatiser. C'est vraiment tout à fait l'usage parfait de ce. Alors là, il y avait quelque chose, un bilan peut-être que je voulais faire de cette matinée que je trouve vraiment très intéressante, c'est que ça rejoint une réunion qui a eu lieu au CNRS au début de la semaine, sur laquelle étaient posées les conséquences du réchauffement climatique en France, en l'occurrence. Et en fait, on s'aperçoit que le réchauffement climatique, c'est un détail à côté des problèmes du sol et de l'eau. Enfin, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut que chez les gens du sol et chez les gens de l'eau, vous trouviez votre Jean Jouzel avec toutes les voilà, pour pouvoir mettre ça sur la place, parce qu'il me semble, d'après ce que vous avez expliqué ce matin, que voilà, on est déjà dans un autre problème plus grave. Voilà. Et puis la dernière chose, parce que moi je ne suis pas scientifique, mais donc on a entendu que des scientifiques ce matin, et donc il y a une sémantique qui est très très particulière. En particulier, donc je pense à ce que dit Philippe Davy tout à l'heure à propos du sol, qui est la dernière terra incognita. Bon, je suis géographe, terra incognita, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais il me semble que, bon, c'est vrai que c'est terra incognita, mais il me semble que quand on aura trouvé le sol, on n'aura pas trouvé la raison pour laquelle un type de 28 ans pilote un avion et fiche en l'air la vie de 150 personnes. Ce que je veux dire, c'est que dans vos travaux scientifiques, moi c'est un peu ça c'est pour ça que c'est revenu avec le droit, mais dans vos travaux scientifiques, il me semble qu'il y a un usage de la métaphore à faire qui doit être travaillé pour pouvoir, je dirais, voilà, faire comprendre les enjeux de vos recherches et se dire que finalement, de toute façon, à la fin de nos recherches, c'est quand même l'homme et sa complexité psychologique et psychique qui va quand même gouverner pas mal de choses. On voit dans le cas de l'accident de l'avion, tout a été prévu. Hein, en plus, c'est un blanc, c'est un jeune, il est formé, il est je sais pas quoi, et tout ce qu'on veut. Il n'est pas musulman, il n'est rien du tout, et il fiche en l'air des gens. Voilà. Mais le géologue ne peut pas considérer ça. Le géologue ne peut pas considérer cette vision en fait de la science, parce que pour lui, l'homme, c'est un épiphénomène. Hein. Sur quoi, à mon avis, il n'y a que François qui peut conclure. Je voudrais dire d'abord que moi j'ai été passionné de tout ce que j'ai entendu. Ça m'a donné beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Au regard du droit, il y a peut-être, je voudrais vous donner deux exemples pour vous montrer à quel point nous sommes encore, nous, juristes, du côté de la préhistoire. Le premier exemple, c'est, je suis professeur de droit, j'enseigne le droit des biens chaque année, le droit de la propriété. Et chaque année, je dois dire, je le fais sans réfléchir, je dis la propriété de la terre, c'est conçu comme la propriété d'un cône dont le sommet est le centre de la terre et la base l'infini. C'est très ambitieux, mais c'est pas du tout faux en droit. Pour moi, l'idée qu'un avion passe au-dessus de chez moi, c'est parce que
il n'est pas chez lui, il passe au-dessus de chez moi, il est chez moi. Simplement, il y a une servitude légale qui fait qu'il a le droit de passer au-dessus de chez moi. Mais c'est chez moi. Et si on veut faire un métro sous chez moi, servitude, ce sera chez moi. Et cette idée-là, qui est la base de la propriété dans le code Napoléon qui a fait le tour du monde, c'est la base de la propriété dans le monde. C'est ce qui explique que la société canadienne qui voulait faire une prospection de gaz de schiste en France disait devant le Conseil d'État, mais de quoi vous mêlez-vous? C'est un propriétaire privé. S'il veut faire un trou chez lui, il peut faire un trou chez lui. Et pourquoi est-ce que je ne ferai un trou que de 50 cm ou 1 mètre et pas d'1 kilomètre? Le droit en est là. Le deuxième exemple, c'est sur l'exploitation des ressources naturelles. Quand une société commerciale, je veux dire une société au sens des affaires, exploite, je ne sais pas quoi, peu importe, en ressources naturelles. Alors il y a des associés, il y a des dirigeants, il y a des salariés. Supposons cette société, elle fait des dégâts environnementaux importants, voilà. Les salariés, ils ne sont pas responsables de ces dégâts. Ce n'est pas parce que des salariés travaillent dans les entreprises qui fabriquent des armes qu'ils sont responsables des morts. Les capitalistes, ceux qui ont le capital, ils ont en droit une responsabilité limitée. Les sociétés anonymes, les associés ont une responsabilité limitée. Si un associé dans une société met 100 € et que la société cause 10 millions d'euros de dommages, l'associé ne perdra que 100 €. Et s'il y a 10 associés à 100 €, ils ne perdront que 1 000 €. Les 10 millions moins 1 000 €, ce sera la collectivité. Ça, c'est là où nous en sommes. Du point de vue du droit, j'ai simplement évoqué la propriété de la terre, qui est la brique juridique des ressources naturelles, et le mode d'exploitation des ressources, qui est la société, civile ou commerciale, qui est la brique de cette exploitation. Donc, nous avons à travailler sur les briques. Parce que, évidemment, tant qu'on ne change pas ça, rien ne peut changer. Vous pouvez toujours développer les discours sur l'eau, la terre, le feu, tout ce que vous voudrez. Tant qu'il y aura cela, que je suis propriétaire d'un cône dont le sommet, le centre de la Terre est la base de l'infini, et que si je mise 100, je suis responsable de 100, alors que je cause des dégâts de 10 millions, tant qu'il y aura ça, rien ne peut changer. Parce que si je suis responsable de 100, pourquoi est-ce que je m'embêterais à savoir si je cause des dommages de 10 millions? De toute façon, ce n'est pas moi qui en serai responsable. Alors, le droit plus généralement, il est pris dans un mouvement dont il ne sait pas comment se sortir. Au fil des décennies et des siècles, le territoire du droit s'est étendu, s'est élargi, et son temps s'est rétréci. Aujourd'hui, ce qui nous arrive avec le droit, ça vient de l'international, de l'européen. Rien ne se décide ici. Ici, on fait semblant de décider. Mais même à l'échelle d'un pays, on fait semblant de décider. En réalité, ça vient de plus loin. Au XIXe siècle, la décision était prise là. Aujourd'hui, elle est prise majoritairement au plan européen ou international. L'Europe, c'est 80% de notre droit. L'international doit occuper à peu près soit les 20% restants, soit une influence déterminante sur les 20% restants. Donc ça, notre territoire juridique s'est élargi. Et le temps s'est raccourci. Je suis, moi, un lecteur assidu du journal officiel. Tous les matins, je reçois sur mon mail, je le regarde, je le dépouille tous les matins. Et vous n'imaginez pas qu'un parlementaire qui évoquerait une loi dont l'objet serait de déterminer pour les 50 prochaines années comment on va traiter les sols. Ça n'existe pas. C'est l'échéance. Au mieux, c'est 1 an. 1 an. Et encore, en ce moment, on peut dire que 6 mois après, on réforme la loi qui a 6 mois avant. Notre premier problème, c'est peut-être ça. C'est élargir le temps du droit. Quitter cet horizon du mois pour passer à un horizon disons au moins commençons par la décennie, puis après peut-être on verra plus loin, et j'évoque en arrière-fond la question des générations futures, et raccourcissons ou rétrécissons le territoire du droit en relocalisant une partie des politiques publiques
en limitant les effets de la mondialisation par une reterritorialisation du droit. Donc, voilà, c'est, je ne sais pas si c'est ce que je dis a du sens, parce que c'est peut-être un peu général, mais je crois vraiment que nous devons travailler sur le métadroit, cette espèce de mouvement qui nous a fait élargir son territoire et raccourcir son temps, et nous devons travailler sur les électrons de la matière juridique. Les électrons, c'est qu'est-ce que la propriété, qu'est-ce que la responsabilité d'un associé dans une société. Ce sont des exemples que je donne, mais je pourrais les multiplier. Travaillons sur ce qui est trop grand et puis travaillons sur ce qui est trop petit, vu de trop près. Voilà. Mais peut-être, j'ajouterai d'ailleurs un dernier problème que le droit a et qui va servir de transition. Je peux évoquer ça, de transition avec l'après-midi. Nous ne savons pas en droit aujourd'hui comment lier la question de l'environnement à la question de la santé. Nous avons 2 ministères qui s'occupent des 2 choses, et c'est sans doute bien qu'il y ait 2 ministères, parce que mettre la santé dans les mains de l'environnement ou l'environnement dans les mains de la santé, je ne sais pas ce que ça donnerait. Mais quand on évoque la question par exemple, de l'obésité galopante ou des maladies physiques liées à l'alimentation, alors, est-ce qu'on évoque l'environnement? Est-ce qu'on évoque la manière dont on exploite les ressources naturelles? Est-ce qu'on évoque les manières dont on fait de l'agriculture? Non. Et quand on traite des questions de l'agriculture et de l'environnement, est-ce qu'on s'intéresse immédiatement à savoir si ça a une influence sur la santé des personnes? Non. Quand Gilles Perrol disait Terena fait 25% de moins de pesticides, et Gilles dit il en reste 75%. Ce que disait Terena en disant 25% de moins, c'est bon pour l'environnement. Ce que Gilles dit, il en reste 75%, c'est mauvais pour la santé. Et leurs discours ne se rencontrent pas parce que nos politiques publiques, mais nos règles de droit ne sont pas liées entre les questions, l'approche environnementale et l'approche sanitaire. Alors d'un côté, nous ne voulons pas on ne veut pas qu'on nous impose de quoi manger parce que on nous dirait c'est bon pour notre santé, il faut manger ça. On ne veut pas qu'on nous impose ça, on ne veut pas qu'on nous impose cela. Et en même temps, il faut qu'on apprenne à faire dialoguer les questions de l'environnement et les questions sanitaires. Et c'est encore un chantier pour le droit.